Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de Plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mai 2024, détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc. Les protagonistes de cette aventure, Christophe Guinet, directeur de recherche au CNRS au Centre d'études biologiques de Chizé et spécialiste des orques, Célène, élève de première au lycée Darius Milhaud, et moi, Margot, journaliste. Christophe part étudier les orques pour comprendre leurs interactions avec les bateaux. Nous revivons, à travers ces mots, une expédition fascinante. Plongeons avec les orques. Attends, vous avez senti là ? Ah oui, clairement. On a touché quelque chose ? On n'a rien touché. C'est elles qui nous ont touchés. Comment ça, elles ? Les orques ? Tu ne les as pas vues ? Ah bah... si, enfin, mais c'est-à-dire qu'elles viennent directement au contact du bateau ? Elles viennent directement au contact du bateau. Elles viennent même au contact d'une partie du bateau. Elles viennent toucher le gouvernail. Alors qu'on explique juste, on est sur une embarcation, le bateau il fait 10 mètres de long, on est au milieu du détroit de Gibraltar. Comment tu te sens ? J'ai confiance, parce que je les connais. Bah tant mieux, ça en fait un. Mais ouais, c'est particulier. En plus, on se sent un peu petit quand même. Hein. Oui. Ah oui, mais je comprends que ce soit inquiétant. C'est quand même des gros animaux, impressionnants. Mais elles sont là pour s'amuser, pas pour nous attaquer. Ça mesure combien une orque ? Alors, une orque, c'est les femelles, ça, entre 5 et 6 mètres. Les mâles, ça peut aller jusqu'à 7-8 mètres. Je crois que les plus grands individus mesuraient à peu près 9 mètres pour un mâle en Antarctique. On n'est pas beaucoup plus grand là, sur notre petit bateau. Ah non, on est oui, on est de taille équivalente. Alors moi, j'aimerais bien qu'on résolve une énigme, une bonne fois pour toutes. On dit une ou un orque ? Alors on peut dire les deux. Ça dépend quel dictionnaire vous choisissez. J'ai l'impression qu'il y a une tendance, on entend toujours une. Moi, j'ai alors toujours dit c'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé le masculin. Je disais un orque. Et puis petit à petit, parce que le féminin a tendance à se généraliser. Puis on va dire que c'est dans l'air du temps, donc ça, j'ai basculé progressivement sur le une orque. Mais selon le Larousse ou le petit Robert, c'est pas le même genre. Ok. Elle continue de venir au contact du bateau, hein, c'est fou. Mais attendez, c'est normal le comportement qu'elles ont ? Non, c'est pas très normal, c'est un comportement complètement exceptionnel. Enfin, exceptionnel, il y a quand même eu beaucoup de cas recensés. Oui, beaucoup de cas recensés dans cette région du monde, mais c'est exceptionnel à l'échelle mondiale. C'est quasiment le seul endroit où on documente des interactions régulières entre les orques et des bateaux. Et c'est exactement pour ça que tu es là, Christophe ? C'est exactement pour ça que je suis là, pour essayer déjà de comprendre ce qui se passe. Bon, je crois que ça, on commence à bien le comprendre, mais c'est surtout pour essayer de trouver des solutions à ces interactions. Parce qu'en effet, c'est un souci. Mais alors, on commence à le comprendre, c'est-à-dire que... Pourquoi ils font ça ? Alors, au départ, beaucoup de gens pensaient que c'était une sorte de revanche. Alors, ça a été la théorie de la revanche. Les hommes venaient sur leur territoire de pêche. Elles avaient été laissées tranquilles pendant la période de Covid parce qu'il y a eu beaucoup moins de trafic maritime et elles voulaient chasser les bateaux qui s'aventuraient sur leur zone de chasse. Moi, j'ai jamais trop adhéré à cette théorie. Non, on pense, pour les observer à la surface, sous l'eau, que ça correspond plutôt à un grand jeu. Un jeu social où elles s'unissent entre elles pour jouer avec ces voiliers. Et donc là, c'est effectivement, on va devoir prendre des mesures, j'imagine. On est sur ce bateau. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les étapes là ? Dis-nous, mais n'hésite pas à nous mettre à contribution avec Célène. Oui, déjà, le premier travail qu'on fait, c'est on cherche à savoir qui est là. Quels sont les individus présents ? Alors, à votre avis, comment on fait ça ? On leur pose la question. Ça va être compliqué. Moi, je sais pas parler orque. Ah bon ? Je sais pas. Enfin, t'as une idée, toi, Célène, de comment on peut savoir qui est là ? Déjà, comme elles nous ont heurtés, je suis pas sûre
qu'on peut communiquer avec elle. Alors dis-nous Christophe, comment on sait? Eh ben, en fait, de façon générale, quand on travaille sur des cétacés, des dauphins, des baleines, on dresse leur carte d'identité à partir de la technique dite de photo-identification. C'est-à-dire qu'on va reconnaître chaque individu à partir, alors si c'est un dauphin ou une orque, à partir des cicatrices, des encoches portées par l'aileron dorsal et des griffures portées au niveau de la tache dorsale. C'est cette tache blanche juste en dessous de l'aileron dorsal. Et à partir de ça, on peut dresser la carte d'identité de chaque individu et les reconnaître rencontre après rencontre. Savoir combien il y a d'individus, avec qui ils se déplacent, donc étudier la structure sociale. Ça, c'est vraiment la base de notre travail. Mais donc, ça veut dire qu'il faut qu'elles sortent de l'eau pour qu'on puisse prendre mais en photo. elles sont obligées de sortir, enfin d'exposer leur aileron dorsal à la surface de l'océan. Pourquoi ? Pour respirer. Et voilà, pour respirer. Donc en venant respirer à la surface, elles exposent leur aileron dorsal et leur tache dorsale, ce qui nous permet, nous, de les photographier et donc de les identifier. C'est assez impressionnant quand même, l'aileron du Nord, il est grand. Hein. Alors surtout l'aileron des mâles, parce que c'est une autre caractéristique de l'espèce, c'est le très fort dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles. C'est-à-dire que les mâles sont beaucoup plus grands que les femelles, et surtout l'aileron des mâles est beaucoup plus grand que celui des femelles. Il peut atteindre 1m80, alors que celui énorme. des femelles va rarement dépasser 80-90 cm. Ah ouais, c'est hyper impressionnant. Ah, c'est très impressionnant quand vous l'avez juste à côté un homme debout à côté de vous. Ouais. De toute façon, on peut les voir, là, ils sont juste à côté quand ils viennent respirer. Vous voyez déjà la taille. Alors, les orques de Gibraltar, il faut quand même le reconnaître, ont plutôt tendance à être un peu plus petits que d'autres populations d'orques. Les plus grands individus, on va les retrouver en Arctique, en Antarctique. C'est ces mâles qui peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres et avoir ces ailerons de 1m80. Mais ça reste quand même très impressionnant. Là, vous entendez le souffle. Ils sont hyper proches. Là, c'est là où on se rend compte qu'ils sont très très proches de nous. Vous voyez qu'on change de direction parce que là, ils s'appuient sur le gouvernail. Ah, c'est ça. Ah ouais, donc faut bien se tenir parce qu'on peut tomber à l'eau avec cette histoire. Si on se laisse surprendre, ça serait un des petits risques. Alors bon, généralement, c'est sûr que les personnes qui sont confrontées à ça, la première fois, qui connaissent pas les orques et tout, c'est une expérience extrêmement traumatisante, effrayante. Je sais pas toi, Célène, mais moi j'ai jamais été confrontée à ça. Bah, où comme ça là. Il y a même des gens sur des voiliers qui ont été blessés parce qu'ils ont cherché à tenir la barre, et les orques, en appuyant sur le gouvernail, donc le safran, ça va faire tourner brutalement la barre, et si on relâche pas immédiatement la barre, ça va pouvoir vous blesser. Alors, juste pour me rassurer ou pas du tout, si par exemple là je tombe à l'eau au milieu de ces orques. Aucun risque. Aucun risque. Aucun risque. Vraiment. Non, vraiment, pourquoi ? Alors pourquoi aucun risque ? Alors pourquoi je suis aussi formel ? Les orques, ils chassent par habitude. Ils connaissent, ils ont une gamme de proies qu'ils ont appris à chasser auprès de leur mère et des membres de la famille. Et donc c'est ce qu'on appelle la culture de chasse. Et vraiment c'est un comportement acquis qui nécessite un long apprentissage. Et c'est des animaux qui ont tendance à être très prudents par rapport à tout ce qui change dans leur environnement. Donc peut-être si vous tombez à l'eau, ils vont venir regarder, voir, mais c'est nouveau, on ne va pas y toucher, au moins pas y toucher la première fois. Donc pour moi, il y a vraiment très très peu de risques. Et en tout cas, il y a zéro risque d'une attaque directe, volontaire des orques sur vous dans ce genre de situation. Je dirais le plus dangereux, ça serait que les orques décident de venir jouer un peu avec vous. On n'a pas tout à fait les mêmes capacités. Célène, tu prends l'appareil photo parce qu'on peut-être que tu peux te charger de justement cette photo identification. Oui, ok. C'est super. Alors comment on gère ? Alors comment on fait ? Déjà, on essaye de repérer l'orque qui va sortir de l'eau pour respirer. Donc on essaye d'anticiper. Il faut s'assurer que la mise au point soit bien faite. Alors maintenant, avec les systèmes autofocus, on n'a plus trop à se préoccuper de ça. Et il faut que l'aileron soit suffisamment visible et la tache dorsale sur la photo. Donc on va zoomer sur cet aileron et s'assurer que la photo est nette. Il faut être au taquet. Hein. Et puis, surtout ce qu'on veut, c'est une photo qui soit prise le plus perpendiculaire possible par rapport à l'aileron. Parce que si elle est prise de biais, ça va être beaucoup plus difficile de retrouver les cicatrices ou les encoches portées par cet aileron dorsal. Et après, comment ça se passe ? On a identifié mâle, femelle.
Alors même plus que mâle-femelle, ça c'est rapide. facile. À 80-80, on a compris. Et après, c'est d'analyser, on récupère les photos, une fois qu'on a fini la séance, et on va les examiner une à une pour dire c'est tel individu. Et puis, en plus, comme il y a plusieurs individus qui sont ensemble, donc c'est tel individu qui était avec tel autre individu et tel autre individu. Donc, à partir de ça, on va pouvoir étudier le groupe social qui était présent. Et puis, comme ces observations, on les répète jour après jour, mois après mois, année après année, on peut faire émerger ce qu'on appelle les réseaux sociaux, donc les structures familiales. Et ça a permis de montrer que les familles d'orques sont en règle générale organisées autour d'une femelle, qu'on appelle la matriarche, qui est accompagnée de ses descendants directs, ses filles, ses fils, ses petites-filles, ses petits-fils. Et comment on l'explique ça, que ce soit une société matriarcale ? Ce qui est déterminant chez cette espèce, c'est la durée et la solidité des liens sociaux. Et ça, c'est lié à l'apprentissage. On est chez une espèce où pratiquement tous les comportements sont appris. Alors de façon verticale, alors qu'est-ce qu'on appelle une transmission verticale ? C'est de la mère à ses descendants, directement. Elle leur apprend une technique jour après jour, année après année, et certaines techniques de chasse peuvent nécessiter plusieurs années d'apprentissage. Donc c'est souvent ce transfert des comportements verticaux, c'est pour l'apprentissage des comportements complexes et risqués. Quand on chasse ces orques, certaines populations s'attaquent à des grandes baleines qui sont 5-6 fois plus grandes qu'elles. Et donc c'est extrêmement risqué. Et pour ne pas prendre de risques, puisque c'est des animaux qui vivent longtemps, ils ne veulent pas prendre de risques de mourir. Une femelle, c'est 70 ans, 80 ans. Un mâle, c'est plus court, 45. Pourquoi les mâles, ils vivent moins longtemps ? Enfin, c'est pas un peu moins, c'est beaucoup moins là quand même. Qu'est-ce qui se passe au moment où la matriarche meurt ? Les propres filles de cette matriarche vont avoir tendance à former leur propre groupe social, c'est-à-dire finalement à se séparer, à s'émanciper les unes vis-à-vis des autres et à partir avec leur propre descendance, c'est-à-dire leurs propres filles et leurs propres fils. Et les frères, là-dedans, ils sont abandonnés. Ils sont rejetés par leurs sœurs. En fait, l'acceptation des fils dans la famille est liée à la présence de la matriarche. Et ce qui est même extraordinaire, c'est que la matriarche continue à nourrir ses fils qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Elles vont partager une partie des proies qu'elles capturent avec leurs propres fils de façon privilégiée. Et chez un orque, on ne peut pas vivre seul. Enfin, la plupart des populations d'orques, c'est impossible de vivre isolé des autres membres de la famille. Et donc, quand on se retrouve seul, on n'arrive pas à chasser efficacement et on va dépérir. Et au bout de quelques mois, quelques années, ces mâles vont disparaître de la population. Donc, ça a été le premier résultat, ça a été vraiment de montrer que la probabilité des fils augmentait de façon très forte après la mort de leur mère. Comme les fils et les filles restent toujours au sein de la même famille. Vous allez dire, mais avec qui elles se reproduisent mais avec qui elles se reproduisent ces femelles ? Alors, à votre avis ? Il y a peut-être un peu d'inceste ? Non, il n'y a pas d'inceste. Pas d'inceste. Et donc, elles vont aller chercher des mâles d'autres clans ? D'autres familles. D'accord. Et comment s'assurer que ce mâle qui appartient à une autre famille est justement génétiquement pas trop proche pour limiter la consanguinité. Une petite prise de sang et c'est bon. Hein. Voilà, ça serait une possibilité, mais non, il y a une autre technique en milieu naturel. T'as une idée, toi, Célène ? Comment on peut repérer qu'on n'est pas trop proche d'un point de vue génétique ? Alors, je vais vous aider un peu. Ouais, j'imagine que c'est une colle. L'acoustique. Sûrement parce que peut-être qu'elles veulent communiquer entre elles. Oui. Justement. Ouais. Et parce que par rapport au milieu aérien, sous l'eau, on ne peut pas voir très loin. Dans les meilleures conditions possibles, une eau super claire, on va voir à une centaine de mètres. Ouais, et encore. Et encore. Dans vraiment les meilleures conditions possibles. Donc, pour arriver à maintenir le contact, comme on ne peut pas se voir au-delà d'une certaine distance, et 100 mètres à l'échelle de l'océan, c'est rien du tout, qu'est-ce que vont utiliser ces animaux ? C'est l'utilisation de signaux acoustiques pour communiquer sur de grandes distances entre eux, maintenir le lien. Chaque famille va développer son propre répertoire de cris. C'est sa carte d'identité acoustique. Donc, c'est-à-dire que
Alors attention, parce que je pense que tu vas pas aimer le mot que je vais utiliser, mais entre différentes familles, ils parlent pas la même langue. Alors c'est pas, on va dire, pas le même dialecte, parce qu'ils se comprennent entre eux, mais ils vont présenter des cris qui sont différents, ou partiellement différents les uns des autres. Et plus... Donc une famille d'orques en fait a un répertoire d'une dizaine de cris stéréotypés. Alors quand on dit stéréotypés, c'est qu'ils sont toujours produits de la même façon. Est-ce qu'il y a la possibilité là sur le bateau qu'on plonge en hydrophone pour entendre ces cris ? Oui. Ok, bah allez, c'est parti. Et là, on entend ces sortes de cris longs, extrêmement, qui vont nous sembler extrêmement aigus. Et il faut savoir que ces cris peuvent porter jusqu'à 15-20 km. Donc vraiment, on va maintenir le contact sur de grandes distances. Alors si on cherche à communiquer à proximité, ils vont produire ces cris avec moins de puissance. Mais ce qui est intéressant, là, il y a un cri un peu différent qui est très lointain. C'est probablement une autre famille d'orques qui a entendu ces orques-là qui sont en train d'appeler, qui est en train de leur répondre. Eh, venez, il y a un bateau, on va s'éclater sur le safran. Probablement ça, parce qu'ils aiment bien jouer ensemble. Là, je viens de finir les photos. Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose d'autre ou... Alors, ce qui serait super, c'est si tu pouvais t'occuper des caméras sous-marines. Alors, pourquoi ? Parce que moi, j'aimerais vraiment savoir qui vient prendre appui sur le gouvernail. C'est bon ? Tu peux le faire ? Ok, oui, je m'en occupe. Ok. Ça veut dire que tu vas devoir plonger la main sous l'eau ? Alors non, parce qu'on peut utiliser des GoPro au bout d'une perche, on peut mettre des caméras sous la coque du bateau pour observer vraiment ce qui se passe. Et c'est essentiel pour nous pour comprendre ce qui se passe sous l'eau. Ok. Bon, bah c'est parti, Célène. Ok. Tu prends une perche, comment tu t'en sors ? Je vais prendre une perche. Ok, Plus vas-y. simple. Ok. Voilà. C'est bon, t'arrives à avoir Oui. quelque chose, tu penses que t'es bien là ? À peu près. Ok, À peu près, oui. ça marche. Et là, Célène, comment tu penses qu'on arrive à reconnaître l'individu qui vient au contact ? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme information ? Bah, leur son, sûrement. Alors, leur son, c'est compliqué d'attribuer un son à un individu. C'est possible, mais c'est compliqué. Bon. Vu que c'est visuel, peut-être. Et voilà. C'est quoi l'autre ? Quand on regarde la coloration d'un orque, qu'est-ce qui est le plus frappant ? Le côté un peu black and white, quoi. Black and white. Et où est-ce qu'il y a du blanc ? C'est sur le côté, le blanc des orques, ou c'est en dessous, je sais plus. Alors, il y a sur des ce qu'on a taches. parlé des taches dorsales, et puis des taches sur le côté des yeux, les taches oculaires. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la forme de ces taches oculaires, elle est propre à chaque individu. On s'est posé la question, à quoi ça sert ces taches oculaires ? Eh bien, c'est probablement quand on voyage ensemble côte à côte, eh bien, on sait à côté de qui on est, juste en regardant, parce qu'on a reconnu la partie antérieure de la tache oculaire, et donc on va se positionner les uns par rapport aux autres, sans avoir à communiquer acoustiquement. Et alors, dans certains comportements, lorsque ces orques voyagent, se reposent, ils vont toujours se positionner de la même façon les uns par rapport aux autres. Et c'est lié à l'ordre de naissance dans la famille. Génial. Et est-ce qu'on pourrait plonger avec elle ou pas ? Ou ça se fait pas ? Ça pour prendre des... Alors, il y a des endroits où ça se fait. Pour prendre par exemple des photos encore plus... Alors, on n'a pas besoin, pour prendre des taches oculaires, on n'a pas besoin de plonger. Il suffit de plonger la caméra, ou quand ils sortent la tête pour respirer, on peut prendre des photos de la tache oculaire. Et globalement, on ne pourrait pas faire le travail qu'on fait en cherchant à plonger avec ces individus. Ça serait trop rare, trop pour arriver à avoir suffisamment de données pour être certain de ce qu'on observe. Donc non, le gros de notre travail, c'est l'observation, soit depuis les côtes, soit depuis des bateaux, mais pas en plongeant avec ces animaux. Mais Christophe, en fait, qu'est-ce que tu cherches à comprendre ? Eh bien, déjà, la première étape, c'était vraiment de comprendre ce qui se passait. Parce que tout à l'heure, j'ai dit il y avait cette théorie de l'agression, où les orques venaient se venger sur des bateaux. Et là, avec les observations vraiment qu'on a pu réaliser sous le bateau, on a bien vu que c'était pas agressif. Et ce qui est important pour elles, c'est de jouer ensemble. Et c'est ça, ok, t'as poussé, maintenant c'est mon tour. Et donc elles vont à tour de rôle, et voilà. Et ça, cette dimension sociale, elle est essentielle dans la compréhension de ce qui est en train de se passer.
Par contre, ce qui nous a interrogé, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des orques se sentent suffisamment en confiance pour venir au contact des bateaux. Parce que comme je disais tout à l'heure, on l'observe quasiment pas au niveau mondial. Donc c'est vraiment une situation exceptionnelle. Et donc c'est ça aussi qu'on essaye de comprendre. Qui a commencé et comment ça se propage au sein de la population. Mais je me disais, est-ce que c'est un prédateur, les orques ? À ma connaissance, non. Hormis l'homme, le plus grand danger malheureusement pour ces animaux, c'est l'homme. Aujourd'hui, le gros du problème, c'est par la compétition sur la ressource. C'est-à-dire que l'homme a des besoins énormes. On va avoir une très forte activité de pêche dans tous les océans du monde. Et de plus en plus, on vient en compétition avec ces animaux, c'est-à-dire qu'on prélève les mêmes poissons. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les populations d'orques qui s'alimentent essentiellement de poissons. Oui, parce qu'il y a des orques qui mangent des phoques, des requins. Alors, c'est ça, c'est qu'on dit ah ouais, l'orque il mange tout et n'importe quoi. Il s'attaque à tout. C'est vrai que si on regarde la liste des publications des proies dans les publications, on voit des oiseaux marins, on voit des poissons, on voit des baleines, on voit des phoques, on voit des requins. Le foie du requin blanc. Voilà, exactement. Donc on voit plein de choses et on a l'impression que ces orques sont capables de manger tout et n'importe quoi. En fait, c'est pas si simple que ça. C'est vrai à l'échelle de l'espèce, mais si on regarde à l'échelle de la population, on a plein de différences. On a des populations qui sont hyper spécialisées et qui ne vont manger que du saumon. Et même par exemple, dans le Pacifique Nord, il y a 5 espèces de saumon. Et sur ces 5 espèces, il y a 80% du saumon consommé correspond à une seule espèce. Donc, ils vont vraiment tout le temps choisir ce poisson, mais ils ne le choisissent pas au hasard. C'est le poisson qu'ils vont trouver tout au long de l'année, le long des côtes de Colombie-Britannique et d'Alaska, et puis qui a une super valeur nutritionnelle. On a d'autres populations qui ne vont consommer que des mammifères marins. Et même parmi les mammifères marins, manger que des phoques ou des otaries. Et d'autres vont manger s'attaquer principalement qu'à des baleines. Et puis enfin, on a des populations qu'on va considérer comme des généralistes qui vont manger du poisson, des mammifères marins, des oiseaux marins. Donc il n'y a vraiment pas... Il y a de tout. Il y a toutes les situations possibles. Alors pourquoi il y a une telle diversité de situations ? Ça dépend de la disponibilité en proie tout au long de l'année pour ces populations. Cette rencontre mouvementée nous a occupé une bonne partie de l'après-midi. On repart direction Pelayo, un village au sud de l'Espagne où nous logeons. Là, j'imagine, Christophe, qu'on va décharger un petit peu tout ce qu'on a pris. Alors voilà, là c'est une grosse étape qui est indispensable après chaque sortie de terrain, c'est de récupérer toutes les données, photos, identification, les vidéos sous-marines qu'on a réalisées, les enregistrements acoustiques, et puis déjà de trier, de référencer tout ça. C'est super important de dire à quel endroit, à quelle heure, qui était là pour documenter ça, parce que si on stocke pas cette information, elle est perdue à jamais, quoi. Et alors, on s'en rappelle sur 1 jour, 2 jours, mais 1 mois plus tard, oui. Donc c'est hyper important dès qu'on a fini une mission sur le terrain, de tout organiser, tout ranger, tout classer. Et après, souvent même à la fin de la saison, pas au fur et à mesure, parce que quand on fait du terrain, on fait quasiment que du terrain. Après, on rentre le long travail et fastidieux travail d'analyse. C'est bon, vous avez fini de tout décharger là ou pas ? Bientôt. Ok, parce que moi j'ai un petit peu faim. Si on pouvait pas trop tarder, je sais que les Espagnols mangent tard, mais ouais. Faut se mettre au rythme espagnol. En effet, je confirme, ils mangent tard. Bon allez, on va manger un bout. On se couche pas trop tard parce qu'il faut être en forme demain. Le réveil sonne tôt, trop tôt. On avale un petit déjeuner. Moi, j'ai vu que les Espagnols, dans le sud surtout de l'Espagne, c'était du pain, de l'huile d'olive et un peu de tomate dessus. On se met à la mode espagnole aussi le matin ou pas ? Bon, alors, là, chacun fait un peu ce qu'il veut. Il y en a même qui trouvent que c'est trop tôt pour déjeuner. D'autres, c'est un fruit. Ouais, parce qu'il Souvent, est quand même 5h30. Un café pour se mettre un peu de... Voilà. Parce que il est quand même 5h du matin, quoi.
Ouais. Bah, moi, peu importe. 5h ou 1h du matin, il faut que je me prenne mon petit déj. Je sais pas toi, Célène. Pareil. Toi aussi, bon. Bah, moi, franchement, la tartine de pain, huile d'olive, pareil, tomate. Moi, ça me va. Allez. On prend la voiture, on en a pour 1 heure, on arrive au port et là, on part pour une journée en mer. On arrive sur place, alors contrairement à hier, là, pour le moment, il n'y a pas d'orques, il va falloir attendre, il va falloir chercher, il va falloir être patient. Je ne vois absolument rien du tout. Enfin, de l'eau, quoi. Beaucoup d'eau. Célène, je peux te donner les jumelles parce que là, ça fait 1 heure que je scrute la mer et j'en ai marre, je vois rien. Bon, bah ok, hein. Parce que j'ai pas le choix. Bah après, c'est Christophe, on tourne, hein. Oui, c'est vrai, on tourne, oui. Attendez, mais comment on sait où chercher? Ah, ça c'est une bonne question. Mais déjà, vous découvrez une chose, c'est que l'essentiel de notre activité quand on est en mer, c'est de passer notre temps à chercher les animaux sur lesquels on veut travailler. Et il y a des fois, et même le plus souvent, où c'est infructueux. Et donc, première qualité liée à notre métier, c'est la patience et la détermination. Parce que sinon, on se décourage très vite. Et c'est vrai que 2 heures à scruter l'horizon avec des jumelles, eh ben, ça peut paraître très long. Je sais pas s'il y a des orques sous l'eau, mais en tout cas, sur l'eau, il y a quand même pas mal de bateaux. Ah ben oui, là on est à l'entrée du détroit de Gibraltar, l'une des principales voies de navigation au monde. Ces bateaux rentrent et quittent la Méditerranée, donc c'est vraiment très impressionnant d'avoir un tel trafic maritime et simultanément une telle richesse en mammifères marins. Parce que là on parle des orques, mais ici vous pouvez voir un cachalot qui souffle, là-bas ce sont des globicéphales. D'ailleurs, c'est pas très bon signe. Si les globicéphales sont par là, il y a peu de chances qu'on trouve les orques. Ah, ils sont pas copains ? Les orques les évitent. Les orques en ont peur. Donc, on parlait tout à l'heure des orques super prédateurs. N'empêche que dans le détroit de Gibraltar, ceux qui ont le dessus, ce sont les globicéphales. Mais c'est quoi un globicéphale ? Un globicéphale, c'est un grand dauphin noir avec une tête très arrondie et un aileron plutôt allongé sur l'arrière et qui forme pareil des groupes sociaux très importants qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines, voire dans certains rassemblements, centaines d'individus. On les appelle aussi baleines pilotes, je crois. Baleines pilotes, et ce sont des consommateurs, ils se nourrissent principalement des calamars. Attendez, je crois que je vois quelque chose là-bas. Attends, vas-y, fais voir. Ah ouais, clairement ça bouge. Christophe, il nous confirme que c'est des orques ? Je pense bien, mais on va regarder. Là, il faut rester concentré sur cette zone. Chacun regarde dans une direction légèrement différente. Normalement, au bout de 2-3 minutes, il devrait revenir à la surface pour respirer. Ah bah oui, là. Ah ouais, bien vu. Trop bien. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on fait par contre là je crois qu'il y a une autre manip qu'on doit faire. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on a repéré les orques, donc on va essayer de s'approcher. D'eux. Donc on va partir dans leur direction. Et en sachant que au bout d'un moment, c'est eux qui vont nous repérer et c'est eux qui vont se rapprocher probablement se rapprocher de nous. Et c'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est là. Et alors je crois que tu nous as parlé qu'il y avait quelque chose qui a été installé sur le safran pour sensibiliser, éduquer. J'ai pas bien compris voilà. En fait. Alors, donc là, l'idée, c'est on a documenté hier comment les orques poussaient, jouaient avec le safran. On l'a bien senti aussi. On a bien montré au fur et à mesure avec les observations que c'était pas une agression, mais vraiment un jeu. On va essayer de les désensibiliser, c'est-à-dire de rendre le jeu moins agréable. Parce que qu'est-ce qui fait que ces orques ont envie de jouer avec les safrans ? C'est qu'ils jouent d'abord entre eux. On est en compétition pour accéder au contact du safran. Pousse-toi de là, c'est mon tour et tout ça. Et ça fait vraiment partie de la dynamique de jeu. Si on rend ce jeu un peu désagréable, il y a de fortes chances qu'il s'arrête. Et pourquoi ? Mais on va le rendre désagréable, non pas en imposant aux orques quelque chose, c'est-à-dire en essayant de les frapper, en envoyant des sons sous l'eau, en tirant des pétards. On va simplement le rendre désagréable en leur donnant le choix de rendre ça douloureux
ou pas. C'est-à-dire de prendre la propre décision que si je le touche, ça risque de me faire mal. Mais ils peuvent évaluer la situation. Alors comment on fait ça ? On va rajouter sur le gouvernail des petits picots, des petits cônes pointus qui font 1,5 cm. Dans tous les cas, ça va pas, ça ne présente aucun risque pour l'animal, parce qu'ils ont quand même des dents, ils se mordent quand même assez souvent entre eux, qui font 5 à 6 cm de long. Mais c'est des animaux qui sont quand même très sensibles et qui n'ont pas envie de se faire mal. Donc là, le pari qu'on fait, et c'est ce qu'on va tester, c'est qu'un gouvernail équipé de ce système, ils ne vont pas y toucher. Ils vont le regarder. Alors, ce qu'on a pu voir aussi hier, quand ils s'approchent, ils ne viennent pas tout de suite, immédiatement taper dans le gouvernail. Ils s'approchent, ils regardent prudemment le gouvernail, ils l'inspectent, et puis au bout de quelques secondes, là, ils commencent à pousser avec le rostre et de plus en plus fermement sur le gouvernail. Le nez, en gros, Oui, le rostre, c'est la partie pointue du museau. Mais ils n'arrivent pas et immédiatement ils tapent dans le gouvernail. Vraiment, ils évaluent la situation. Là, ils nous coulent s'ils font ça directement. Dans le gouvernail, alors oui, malheureusement, il y a des bateaux qui ont coulé. Il y en a quand même 7 voiliers qui ont coulé. Mais ils n'ont pas coulé parce que les orques avaient percuté la coque. Ils ont coulé parce qu'en tapant dans le gouvernail, à un moment, ce gouvernail il s'insère dans la coque. Et donc, ils vont créer une voie d'eau à l'endroit où le gouvernail s'insère. Et malheureusement, dans certains cas, la voie d'eau était tellement importante que les bateaux ont coulé avant que les secours puissent arriver. T'es prête à écoper au cas où Non, mais c'est aussi pour ça qu'il est vraiment important de trouver une solution. On est à plus de 600 interactions, 7 bateaux coulés. C'est extrêmement traumatisant. Donc on ne peut pas regarder les choses en disant c'est super rigolo et tout. Non, là il faut essayer de rentrer dans une phase de déconditionnement du comportement de ces animaux. Attends, il y en a un qui s'approche là, justement. Regarde, qu'est-ce qu'il fait là ? Il touche quand même, non ? Non, moi j'ai l'impression qu'il vient quasiment au contact, mais pour le moment, j'ai pas l'impression que la barre ait bougé et tout ça. Donc ça, a priori, ça fonctionne. Ça fonctionne là, il regarde, il inspecte. Ok. Est-ce qu'il va aller jusqu'au contact ou pas ? Non, j'ai pas l'impression. Là, il renonce, il s'écarte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils évaluent la situation, ils disent déjà, c'est pas une situation normale, il y a quelque chose de différent sur ce gouvernail. Et puis, mais vous avez vu, là, il était vraiment quasiment en contact. Donc, il est venu très, très près. Et là, il se dit, peut-être ça risque de me faire mal. Et ça, ce qu'on sait, c'est que ces animaux, ils prennent rarement le risque de se faire mal. Mais pourquoi elles se comportent comme ça ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de comprendre. Alors, il se trouve que moi, ça fait 20 ans que je travaille sur cette population d'orques en collaboration avec mes collègues espagnols. Et c'était la population d'orques la plus difficile à étudier, avec laquelle j'ai eu à travailler. C'est-à-dire il y a 20 ans, au début des années 2000, c'était quasiment impossible de s'approcher d'eux pour les photo-identifier, pour faire des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements de peau, pour faire des analyses génétiques, évaluer leur niveau de contamination. C'était vraiment très, très compliqué. Donc moi, on m'aurait dit que ce comportement allait émerger chez cette population d'orques. J'aurais dit non, c'est pas possible, parce que vraiment, ils ne s'approchent jamais des bateaux. Ils ont trop peur. Alors pourquoi ? Ça, c'est une vraie question. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'on commence, alors ça, c'est mes collègues espagnols ont montré qu'en 2017, il y a 3 jeunes individus, 3 jeunes mâles, qui, pendant que leur mère chassait le thon, et c'est une chasse qui demande beaucoup d'énergie, des plongées longues, restaient souvent à la surface et s'approcher de bateaux, et en particulier des bateaux de whale watching, c'est des bateaux où on amène des touristes voir des mammifères marins. Alors pourquoi c'est important ? C'est que ces orques s'approchaient et forcément les touristes qui étaient à bord, c'est super impressionnant de voir des orques juste à côté. Ils criaient, s'agitaient, tout ça, donc ça sollicitait un peu la curiosité des orques qui ont pris confiance. Ces jeunes orques qui se sont approchés de plus en plus du bateau jusqu'à venir quasiment au contact physique, c'est-à-dire à venir toucher la coque des bateaux. Alors il y a 2 choses qui sont importantes. C'est que ce soit de jeunes individus. Ce qu'il faut savoir en règle générale, c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour beaucoup d'espèces animales, ceux qui innovent, qui font des choses nouvelles, qui prennent le plus de risques au niveau des populations,
c'est les jeunes, c'est les juvéniles. Et c'est bien connu, hein, et donc c'est pas étonnant que ce soit ces jeunes individus qui aient commencé à s'approcher des bateaux. Et puis en 2020, là, non seulement ils sont approchés, venus au contact des bateaux, mais surtout là, ils ont commencé à jouer avec les safrans, à pousser dessus. Et il faut croire qu'ils ont trouvé ça très amusant. Alors pourquoi ? C'est difficile de répondre. Probablement parce que c'est la partie mobile du bateau. C'est aussi la partie où ils peuvent agir sur la direction du bateau, parce qu'en poussant sur le safran, vous déviez le bateau. Et on voit bien sur des images faites par drone où il y a les orques qui interagissent avec le gouvernail du bateau, le bateau il change de direction. C'est le même principe que nous. Ouais. Quand on va voir le petit bateau sur l'eau et qu'on va pousser, on va être content de se dire tiens, il va par là. Exactement, ils prennent le contrôle. Et puis après, il y a vraiment cette dimension sociale, on joue ensemble. Et ça, c'est essentiel. Et ce qui est après, ce qui est bien documenté, c'est que ce comportement, il n'est pas resté au niveau de ces 3 individus, mais il s'est propagé à l'échelle de cette petite population d'orques. Hein. On parle de une quarantaine d'individus. Et c'est ce qu'on appelle une propagation horizontale, c'est-à-dire qu'il y a des orques qui interagissent avec les bateaux, d'autres qui n'interagissent pas, mais qui les regardent interagir, qui disent « Oh, c'est rigolo, moi aussi », et puis qui vont s'y mettre. Et petit à petit, au fil des mois, au fil des années, ce comportement se propage et se généralise à l'échelle de la population. Et on en est là, à ce stade, puisqu'on a au moins une vingtaine d'orques différents qui interagissent avec les voiliers. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, est-ce que c'est surtout certains individus qui sont responsables de 80% des interactions, puis d'autres le font de façon qu'occasionnelle, ou est-ce que tout le monde interagit à peu près au même niveau ? Alors en tout cas, le mimétisme, on le voit là, parce qu'il y en a un deuxième qui s'approche du safran. Ah oui, mais tout seul, c'est pas rigolo. Pendant 15 jours, on sortira dès que la météo nous le permettra, c'est-à-dire 8 fois, ce qui est plutôt pas mal. La mission de Christophe touche à sa fin. On se retrouve dans un petit café à Pelayo. Vous voulez boire quelque chose ? Moi, je prends bien un café. Un expresso. Non, rien du tout. J'aime pas le café. Moi, je prends un jus d'orange. T'en veux un jus d'orange aussi ? Ah oui, un jus d'orange. Attends, je commande. Pardonnez-moi mon espagnol. Un zumo de naranja et un café, por favor. Gracias. Du coup, qu'est-ce qui ressort de ces 15 jours ? Déjà, tu as pu voir, hein, c'est quand même pas facile. 15 jours, on a pu sortir que 8 fois, on a vu les orques 3 fois, parce que soit on les a pas trouvés, soit les conditions de mer étaient mauvaises. Donc voilà, c'est aussi de réaliser ce qui est le travail sur les mammifères marins en milieu naturel. C'est pas tous les jours facile, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut être persévérant. Et puis c'est en étant persévérant que finalement on obtient ce qu'on veut. Donc là on a collecté quelques données, pas suffisamment pour être par rapport à ce que j'espérais, mais c'est déjà un début. Et puis il y aura d'autres missions pour compléter ça. Donc ça fait partie de notre métier. Par rapport aux plaisanciers aussi, est-ce que tu peux nous parler aussi de ce que vous faites, la communication ? Oui, alors là, et là c'est vraiment plutôt mes collègues espagnols, Renault, enfin toute une équipe, et ils ont déployé des balises Argos. C'est un petit émetteur satellite qu'on va mettre sur l'aileron d'un orque. On le tire avec un fusil pneumatique, ça va s'implanter dans l'aileron de l'orque, et ça va nous permettre de les suivre leur déplacement sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et à partir de ces observations, on a pu montrer quels étaient les endroits où ces orques sont très présents. Et alors, ils sont où ? Notamment l'entrée du détroit de Gibraltar, c'est vraiment une zone très importante parce qu'ils viennent pêcher le thon rouge. Le long des côtes du Portugal, parce qu'à un moment, ce thon rouge, il quitte la Méditerranée, il va dans l'Atlantique et il ne se déplace pas n'importe comment, il va longer les côtes du Portugal pour remonter dans le golfe de Gascogne, l'Atlantique Nord, et les orques, ils suivent cette migration. Donc à partir de ces informations, on peut dire attention, à cette période de l'année, voilà les zones à risque. Et l'autre chose qui a été montrée, c'est que les orques, ils vont pas chercher activement les voiliers, ils vont pas faire des dizaines de kilomètres pour essayer de trouver le voilier, pour dire maintenant on a envie de jouer, on va trouver un voilier, puis on va le casser, et puis après non, ils vont jouer avec les voiliers qui sont sur leur trajectoire. Ils vont peut-être se dévier d'1 ou 2 kilomètres, mais ils vont pas faire 10 kilomètres pour rechercher activement un voilier. Donc vaut mieux quoi
pour les voiliers longer la côte ? Ça dépend des zones. Par exemple, dans le détroit de Gibraltar, très clairement, pour limiter les interactions, longer la côte. Le long du côte du Portugal, c'est l'inverse, aller au large. Et ça marche parce que les interactions, là en 2024 par rapport à 2023, elles ont diminué de 70%. Ah oui, pas quand 100%, même. mais D'accord. c'est déjà un gros progrès. Ok. Mais pourquoi as-tu choisi d'étudier les orques ? Parce que c'était un rêve d'enfant. Moi, je suis de la génération Cousteau, spectateur Cousteau. Quand j'étais gamin, pour rien au monde, j'aurais raté une émission de Cousteau pendant l'été. Je crois que c'était le mercredi soir. Ça me faisait rêver. Et puis, une fois, dans une émission, ils ont présenté, mais très brièvement, des images d'une famille d'orques en Patagonie. Et je sais pas, et je dis, j'ai envie de travailler sur cette espèce. T'avais quel âge ? Je devais avoir une dizaine d'années, et puis après, j'étais pris dans mes études. Et puis, à un moment de mon cursus universitaire, j'ai eu plus de temps. Et je dis, mais ce temps, sur quoi je l'investis ? Je dis, je vais l'investir dans ma passion. Donc, essayer de trouver un stage pour travailler sur ces orques. Et puis là, de fil en aiguille, les choses se sont enchaînées. Et puis, aujourd'hui, je continue à travailler sur cette espèce. Ça, c'était ton rêve d'enfant. Mais toi, à mon âge, à 17 ans, c'était quoi vraiment ton rêve ? Je crois qu'à 17 ans, c'était déjà ce rêve. Et en plus, là, je dois beaucoup à un prof de biologie, monsieur Destoumieux, qui... On remercie monsieur Destoumieux. qui était un super prof de bio. Et puis, on pouvait faire pas des exposés, mais des dossiers sur une espèce de son choix. Et donc... comme j'étais passionné par les orques, à ce moment-là, j'avais décidé de faire un dossier sur les orques, de chercher la documentation que je pouvais trouver. Et c'était pas facile, il n'y avait pas Internet, tout ça. Je montais à Paris pour aller au Muséum d'histoire naturelle, trouver des informations. Quand je regarde quelques années plus tard, j'ai écrit beaucoup de bêtises sur ce rapport, mais n'empêche que j'ai investi ce temps là-dedans et j'avais vraiment envie de donner vie à ce rêve. Et actuellement, c'est quoi du coup ? Actuellement, je continue et puis avec passion. Alors, je ne travaille pas que sur les orques, même si j'ai la chance aussi au cours de ma carrière d'avoir contribué à former des étudiants qui prennent le relais. Et puis moi, aujourd'hui, mon dada, c'est plutôt de travailler sur des phoques. Au départ, j'ai trouvé intéressant uniquement pour une chose, c'est que c'était la proie des orques, c'était les éléphants de mer que j'étudiais à Crozet et que les orques venaient chasser. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je travaille essentiellement sur cette espèce qu'on va équiper avec des balises pour étudier leur comportement en mer. C'est beaucoup plus facile que pour les orques parce que ils viennent à terre, on leur pose la balise, ils vont en mer, ils reviennent, on récupère la balise. Et en même temps, ces animaux nous permettent d'observer d'une façon complètement incroyable l'océan. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par le projet One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de production durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.